Bonjour, bienvenue à ce nouveau Vega Live dédié au domaine alimentaire et plus particulièrement au domaine laitier. Alors ce nouveau live démo est un petit peu particulier puisqu'on est aujourd'hui en duplex avec la société Eurosérum. Eurosérum, qui est spécialisé dans la production de poudre issue du lactosérum et d'ingrédients pour le domaine agroalimentaire. Donc nous serons en duplex avec Monsieur Meudre, responsable maintenance au sein de la société Eurosérum, qui nous fera part de son expérience, notamment sur les applications un petit peu complexes qu'il rencontre dans le cadre de la production des produits Eurosérum. Pour co-animer ce webinaire, je suis avec Julien Filbert, qui est responsable grand compte et engineering au sein de la société Vega. Et pour ma part, je suis Luc Husch, je suis le responsable des ventes France au sein de Vega Technique. Donc Julien, tu peux nous expliquer comment va se dérouler ce webinaire ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et bienvenue. Alors, on va passer une trentaine de minutes ensemble au cours desquelles on va pouvoir échanger avec Monsieur Meudre pour comprendre quelles étaient ses problématiques et comment Vega a pu accompagner la société Eurosérum dans les solutions apportées. Donc, tout de suite, je lance cette vidéo. Présent dans de nombreux produits de la vie quotidienne, le lactosérum est un ingrédient laitier de choix. Ce produit naturel, issu de la fabrication fromagère, est vivement recherché pour ses propriétés nutritionnelles et fonctionnelles. Eurosérum le valorise depuis 40 ans sous forme de poudre laitière destinée aux industriels de l'agroalimentaire. Filiale du groupe coopératif Sodial, Eurosérum fait partie d'un groupe d'envergure européenne. Sodial est présent sur tous les métiers du lait qu'il valorise sous toutes ses formes à travers ses différentes business units. Business unit ingrédients laitiers, Eurosérum s'est forgé une réelle expertise dans le traitement et le séchage du lactosérum, mais également du lait. Les produits d'Eurosérum sont fabriqués sur différents sites industriels en France et à l'étranger. Sur chacun de ces sites, la qualité de ces produits, la sécurité des hommes et l'environnement sont au cœur des préoccupations de l'entreprise. Attentive aux besoins de ses clients, Eurosérum s'efforce de leur proposer les meilleures solutions. L'entreprise commercialise de larges gammes de poudre de lactosérum, d'ingrédients formulés et de poudre de lait de qualité. Eurosérum est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché des ingrédients laitiers. Eurosérum est le leader mondial sur son cœur de métier, le lactosérum déminéralisé destiné à la nutrition infantile. Avec l'essentiel de sa production destinée à l'export, Eurosérum commercialise des ingrédients qui se retrouvent dans de nombreux produits aux quatre coins du monde. Doté d'une véritable culture internationale, Eurosérum est une entreprise résolument tournée vers l'avenir. Eurosérum, spécialiste des ingrédients laitiers. Alors, comme vous l'avez compris, la société Eurosérum est vraiment leader sur son marché, sur la production de poudre issue de lactosérum. Donc, tout d'abord, je vais remercier une première fois et souhaiter la bienvenue à Monsieur Meudre. Donc, bonjour Monsieur Meudre, merci d'être avec nous. Bonjour. Aujourd'hui. Alors,
Est-ce que vous pouvez brièvement peut-être nous resynthétiser ce que nous avons vu dans la vidéo et nous décrire les grandes étapes de la production de poudre de lactosérum et finalement les challenges que vous rencontrez? Écoutez, le lactosérum, c'est d'abord le résidu de la fabrication de fromage à pâte cuite, à pâte molle et à pâte pasteurisée. Nous récupérons donc le lactosérum en sortie des fromageries et à l'issue donc de cette récupération, le procédé de traitement prend tout son sens. On le préconcentre pour gagner un petit peu en transport. Ensuite, on le clarifie, on le nettoie, on l'écrème à l'entrée de l'usine du site de Port-sur-Saône et d'autres sites d'ailleurs. Ensuite, nous passons à la partie déminéralisation qui sera suivie par une évaporation pour enlever encore pas mal d'eau pour arriver à une concentration d'environ 60% d'extrait sec par litre. Ensuite, une phase de refroidissement avant d'intégrer une phase de séchage. Et quand on est en tour de séchage, bien, c'est quasiment la phase finale de la fabrication. On récupère une poudre qui est à 2% d'humidité, donc il y a vraiment quasiment plus d'eau à l'intérieur, et elle est stockée dans des silos et ensuite on l'ensâche dans des sacs de 1000 ou de 25 kg pour les clients. Voilà. Très, très bien. Bonne explication. A priori, on a compris que la poudre de lactosérum avait des utilisations dans le domaine de la nutrition infantile, mais quelles sont les autres utilisations, quels sont les autres produits qui sont issus finalement de votre production? Ce sont aussi des lactoremplaceurs, c'est-à-dire qu'ils intègrent, ce sont des coproduits pour les produits alimentaires que les fabricants de produits finaux intègrent dans leurs recettes. Donc, on les appelle des food ingrédients ou des lactoremplaceurs. Et ils intègrent les chocolats au lait, les produits lactés en tout genre, les sauces, voilà. Et aussi, bien sûr, comme vous en avez parlé, c'est une base pour le lait infantile, la base de structure du lait infantile destiné au premier et deuxième âge. Et il y a aussi une petite partie qui est destinée à l'agroalimentaire animal. Voilà. D'accord, très bien. Donc, vous recevez finalement cette matière première issue des fromageries et vous les stockez dans des silos. On a vu sur le film que vous aviez des grandes cuves à l'extérieur. Donc, vous contrôlez le niveau à l'intérieur pour contrôler les flux entrants. Comment ça se passe? Comment vous réalisez ces mesures? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur ces cuves de stockage de matières premières? Écoutez, nous avons des cuves de 50, 100 000, voire même quelques-unes de 150 000 pour des produits qui sont quasiment prêts à être finalisés. Mais sur la plupart des tanks qui font environ 100 000 litres, nous mesurons de façon analogique le niveau dans ces cuves-là, avec des capteurs qui sont posés en position basse dans les cuves. Et nous nous jumelons, on va dire, ces mesures analogiques avec des niveaux tout ou rien qui sont placés en bas et en haut. Et on fait en sorte que ces capteurs tout ou rien soient en sécurité active pour qu'on puisse détecter des problèmes dessus. Et on les fait matcher avec des contacts qui ont été intégrés sur l'analogique de la mesure en temps réel du niveau de la cuve. Et donc, de fait, on a une certaine redondance entre les deux et ça nous permet d'avoir une sécurité en termes de remplissage et fiabilité aussi. D'accord, donc en fait, effectivement, le but d'utiliser ces deux technologies vous permet d'augmenter la sécurité sur vos installations et de vérifier que tout fonctionne correctement. En fait, si on regarde, c'est un peu ce qu'on a imagé ici. Donc vous avez un capteur en pied de réservoir qui mesure la hauteur de liquide, donc un capteur hydrostatique, une lame vibrante pour le niveau bas ou la protection de marche à vide de pompe, et puis un anti-débordement en haut. Alors, on a une particularité sur l'animation 3D que nous avons ici, c'est qu'on a un deuxième capteur qu'on voit en sommet. Donc, il peut arriver effectivement dans certains cuves de stockage d'avoir un inertage en sommet de cuve. Et pour pallier cette surpression et avoir le niveau exact à l'intérieur de la cuve, donc on a la possibilité depuis quelques années de raccorder directement un capteur secondaire au capteur maître pour pouvoir faire de la mesure de pression
différentiel électronique et s'affranchir du ciel gazeux. Donc voilà l'animation, mais plutôt que rester sur des animations, je vais transférer la main à Julien qui va nous présenter à quoi ressemblent réellement ces capteurs sur ces temps calés. Alors tout à fait, ici on voit une maquette qui représente le même type d'installation que l'animation 3D. Et on va retrouver les lames vibrantes. Donc là par exemple vous avez une lame vibrante pour faire la détection niveau haute. Vous avez son équivalent ici en partie basse pour s'assurer qu'on n'ait jamais le réservoir trop vide. Ensuite, on va trouver, par exemple, à ce niveau-là, un capteur de pression, donc qui va mesurer la pression du ciel gazeux. Alors, vous avez son homologue qui est en bas, que vous ne voyez pas. Le capteur est monté sur la partie basse bombée du réservoir, donc caché dans la partie jaune. Mais imaginez, c'est ce capteur qui est directement fixé sur le bas du réservoir. Et ensuite, on va retrouver deux autres technologies sur ce réservoir. Ici, un capteur qui est un radar sans contact, qu'on appelle VegaPulse 64. Et on a également, à ce niveau-là, un radar à ondes guidées, modèle VegaFlex 83, qui est spécialement dédié aux applications agroalimentaires. La spécificité ici, vous voyez, vous avez une tige. Donc l'onde radar va transiter le long de cette tige. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces appareils ont la même tête, au sens propre. La tête du capteur est en inox électropolie, donc c'est souvent ce qui nous est demandé au niveau de l'agroalimentaire pour pouvoir avoir un bon indice de protection lorsqu'on va faire le nettoyage, notamment à l'extérieur de la cuve avec un Karcher, donc aussi avoir quelque chose de résistant. Autre aspect qu'on peut voir, c'est différents types de raccords mécaniques. Le capteur de pression, là, par exemple, est avec un raccord à bride, mais on voit que les lames ici sont avec des raccords clamp, donc des raccords hygiéniques. En fait, l'objectif pour nous, c'est d'avoir une multitude de raccords pour pouvoir coller finalement avec votre standard sur vos installations. Merci Julien pour ces explications. Une fois qu'on a stocké les matières premières, elles vont être envoyées dans le process qui a été décrit par M. Meudre précédemment. Donc elles subissent un certain nombre de transformations et notamment un des points importants que j'avais noté, c'est que ces matières doivent être déminéralisées pour les rendre admissibles ou ingérables par les bébés, les enfants en bas âge. Donc, a priori, cette étape est particulièrement contraignante. Donc, Monsieur Meudre, vous pouvez nous expliquer finalement quelles sont les contraintes au niveau de la mesure dans cette étape? Qu'est-ce que vous utilisiez comme instrument de mesure précédemment et pourquoi on arrivait aux limites avec ces instruments de mesure? Tout à fait. Dans ces colonnes de déminéralisation que l'on voit derrière vous, on tient à peu près à mi-hauteur dans ces colonnes-là des résines qui sont polarisées chimiquement pour retenir l'ensemble des minéraux qui sont contenus dans les sérums lors du passage du sérum dans ces cuves-là. C'est-à-dire que nous régénérons les résines avec des produits chimiques, une phase qui dure presque une heure et demie. Et ensuite, une fois que cette régénération est réalisée, eh bien, on fait passer le sérum dessus et les minéraux sont retenus par ces résines. Mais au bout d'un certain nombre d'heures de production, vous vous retrouvez avec un espèce d'amalgame un petit peu dur qui, lorsque on va avoir besoin de régénérer, il va falloir détasser. Et comme nous mesurions la hauteur du sérum dans ces cuves avec un niveau à flotteur, avec une canne à flotteur, à chaque fois qu'on faisait un détassement, eh bien, on avait un système de soulèvement qui pliait, qui dégradait nos niveaux à flotteur. Et il a fallu qu'on recherche un petit peu les possibilités qu'on avait de mesurer le niveau de sérum dans ces cuves sans avoir un contact pour se dédouaner et pour ne pas avoir d'intervention importante sur ces cuves-là. Et c'est là qu'on a réussi à concrétiser nos espérances avec votre radar. D'accord. Voilà. Donc si j'ai bien compris, en fait, vous avez des contraintes de présence d'obstacles à l'intérieur des cuves. Beaucoup d'obstacles à l'intérieur qui est très très gênant, tout à fait. Des contraintes liées à la présence des boules de nettoyage, mais aussi de condensation, de génération d'humidité à l'intérieur de la cuve. Donc il fallait s'affranchir aussi de ces phénomènes.
Et puis, on a vu que de temps en temps, vous pouviez avoir aussi de la mousse en surface du produit qui pouvait perturber éventuellement le fonctionnement des instruments de mesure. Donc au final, c'est ce que vous dites, Vega Technique est arrivé avec une solution de typologie radar en 80 GHz pour pouvoir pallier ce phénomène. Alors comment ça fonctionne succinctement? En fait, c'est un capteur qui est fixé en sommet de cuve et qui va émettre une onde électromagnétique vers le produit à mesurer. L'onde va être réfléchie par le produit et on va mesurer tout simplement le temps de parcours qui va être proportionnel à la distance. Alors il y a quand même une particularité parce que des radars on en fait depuis 1991 et on n'avait pas la même efficacité en 91 que celle qu'on a aujourd'hui et c'est lié à une évolution des fréquences de mesure, des fréquences de fonctionnement du capteur puisqu'on a commencé à 6 GHz en 91 et aujourd'hui on est à 80 GHz. Alors plutôt que rester sur de la théorie, on a prévu une petite une démonstration pour mettre en évidence les capacités du radar. Et je vais laisser Julien expliquer comment cela fonctionne. Alors tout à fait, donc Luc a introduit le sujet, en fait c'est surtout la fréquence de 80 GHz, la fréquence d'émission de l'onde qui a permis de faire évoluer la technologie radar. Alors 80 GHz, comme ça ne parle pas trop, mais il y a deux gros avantages à travailler avec une fréquence de 80 GHz. Premièrement, ça va être de réduire l'angle d'émission du radar. Deuxièmement, ça va être d'améliorer la dynamique de signal. Alors, on va commencer par l'angle d'émission. En fait, c'est une formule mathématique qui est relativement simple par rapport au calcul de l'angle d'émission. En fait, c'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence d'émission multipliée par le diamètre de l'antenne. Donc, si vous augmentez la fréquence d'émission et ou vous augmentez le diamètre de l'antenne, finalement, vous allez réduire l'angle d'émission. Aujourd'hui, sur les capteurs Vega Pulse 64, par exemple, avec une antenne de 80 mm de diamètre, et une fréquence d'émission de 80 GHz, on peut avoir un angle d'émission de 3 degrés, donc ce qui est extrêmement faible. Ensuite, on parlait de la dynamique de signal. La dynamique de signal, finalement, c'est on va pouvoir émettre plus fort, parler plus fort et entendre mieux en retour. Donc ça va permettre de fiabiliser la mesure, même s'il y a un gros bruit de fond derrière qui vient à cause justement de perturbations au niveau des éléments à l'intérieur du réservoir ou la boule de nettoyage. Ce bruit de fond, finalement, va être mineur par rapport à la qualité de signal récupéré par le capteur. Donc, pour faire cette démonstration, on va s'appuyer sur le modèle qu'on a là. Ici, vous allez retrouver donc un radar, un Vega Pulse 64, connecté à une unité de commande. Donc là, c'est pour vous indiquer finalement quelle est la valeur mesurée en temps réel par le capteur. Donc actuellement, on mesure une distance entre le capteur et la table de 56 cm. On va commencer par l'angle d'émission. Alors, pour faire la simulation, on va rester dans le sujet. J'ai un verre de lait, vous voyez là. Alors le verre, vous pouvez constater qu'il est quand même relativement étroit et on va regarder finalement comment va se comporter le capteur s'il arrive à mesurer dans ce verre qui est particulièrement étroit. Donc je le positionne juste en dessous du capteur et on voit bien que le niveau varie. Donc en effet, là, la distance a diminué parce qu'on a récupéré les à peu près 8 mm de lait dans le verre. Donc on voit que finalement, même sur un verre qui est extrêmement petit, je fais évoluer le niveau avec la main, on voit que le capteur arrive à mesurer sans aucun problème. Donc on peut imaginer que dans un réservoir avec des agitateurs, avec des pales, des contre-pales, ça peut être compliqué, mais plus on va avoir un angle d'émission petit, plus ça sera facile à installer et à mettre en œuvre. Maintenant, il y a la dynamique de signal. Alors, on a vu dans la petite animation la boule de lavage. Quand la boule de lavage se met en route, elle pulvérise le produit partout dans le réservoir, notamment sur l'antenne du capteur. Et derrière, vous allez pouvoir avoir de la condensation qui reste au niveau de l'antenne. Donc on peut se dire, s'il y a de la condensation sur l'antenne, le capteur peut être perturbé. Donc on va simuler finalement le même principe. Donc là j'ai un spritz, ça s'appelle un spritz en Alsace, et je vais arroser l'antenne du capteur. Donc on le fait un petit peu, allez on le fait encore un petit peu beaucoup, et on voit que la valeur n'a pas du tout bougé, donc finalement la condensation sur l'antenne ne perturbe absolument pas la mesure, et ça c'est particulièrement dû à la dynamique de signal de la technologie 80 GHz.
Alors maintenant, on peut aussi avoir des produits qui sont colmatants, visqueux, et donc avec des projections, des projections qui arrivent sur l'antenne du capteur. Et là, on peut également se poser la question, oui, mais si j'ai du colmatage sur l'antenne du capteur, comment il va se comporter? Est-ce que je risque de perdre la mesure? Je vais faire la manip, je vais simuler en fait le colmatage avec une petite lingette, et on va voir comment se comporte le capteur. Donc on voit qu'en mettant en fait la lingette, le capteur continue à mesurer de manière fiable. On reste finalement sur les 56 cm de mesure qu'on avait initialement. Donc par rapport à ce qu'on vient de démontrer avec ces petites manipulations, on s'aperçoit que finalement la technologie 80 GHz permet de fiabiliser la mesure, de faciliter également l'installation sur des applications qui sont très contraignantes. Merci Julien pour ces explications très claires. On va reprendre le fil de notre présentation. Donc là, on a parlé essentiellement des capteurs entre guillemets traditionnels qui travaillent en mode analogique, c'est-à-dire on alimente en 24 volts et on récupère un signal 420 mA. C'est une technologie traditionnelle, mais finalement, quel est le futur de l'automatisme dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire, agroalimentaire? Il existait déjà des bus de terrain type Profibus, Filbus dans les industries classiques de process. Chez Eurocerum, comment voyez-vous l'évolution du futur? Comment intégrez-vous l'automatisation dorénavant? Écoutez, chez Eurocerum, l'avenir est vu sous l'angle des réseaux. C'est-à-dire qu'à l'avenir, dans les nouvelles installations et en collaboration avec les travaux neufs, nous réfléchissons à installer du matériel en réseau IO-Link qui nous permettra d'avoir une certaine, on va dire, amélioration en termes de facilité de travail et plein de petits arguments qui nous intéressent pour ma partie, pour la partie maintenance. D'accord. Voilà. Et en fait, l'IO-Link, vous l'envisagez dans tous les cas de figure, que ce soit en installation neuve ou rétrofit. Comment voyez-vous ça? Aujourd'hui, on n'est plutôt pas en rétrofit, on est plutôt sur du travaux neuf, dans des conceptions qui sont dédiées et qui sont, on va dire, conçues pour travailler avec des réseaux IO-Link. On pense que le rétrofit IO-Link est un petit peu compliqué dans nos installations qui sont très grandes, peut-être que le réseau prendrait tout son sens, mais complexifierait peut-être un petit peu trop la mise en place. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur les chantiers neufs, voilà, nouvelle génération. D'accord. Et vous en avez retiré, en termes d'expérience, des avantages côté maintenance. Vous pouvez oui, tout à fait. En citer quelques-uns pour que notre public comprenne bien? Écoutez, les quelques arguments qui sont déjà faciles à comprendre, c'est la facilité de dépannage. Les techniciens, mes techniciens ne sont pas tous performants de la même façon, et donc la facilité de remplacement des capteurs quand ils ne sont plus fonctionnels est vraiment très simple. On les remplace un pour un sans beaucoup d'action et de programmation, ça c'est le premier point. Ensuite, en termes de câblage, les câblages sont très très simplifiés puisque nous n'avons plus que des liaisons filaires entre les capteurs et les modules, les masters. Donc là, par rapport à ça, ça simplifie beaucoup, et puis en termes d'implantation, c'est très simple et on va dire, ça ne se salit pas, ça ne se dégrade pas, c'est facile d'emploi. Et le dernier point, c'est aussi sur les perturbations, puisqu'on a besoin de faire un petit peu attention aux perturbations. Comme le dialogue se fait de façon numérique entre les capteurs et les masters, eh bien on est couvert par ce mode de transport de l'information, et on fait abstraction des signaux parasites qui pourraient nous embêter et nous faire dévier nos mesures. Voilà les points qui sont les plus essentiel pour nous. Ok, très intéressant. Alors, côté Vega, on n'est pas en reste effectivement aussi sur l'IO-Link, on reste sur les tendances. Donc récemment, en début 2020, Vega a décidé de lancer une gamme complète dédiée au domaine alimentaire et pharmaceutique avec l'intégration de la communication IO-Link. Donc aujourd'hui, ces capteurs sont disponibles soit en communication traditionnelle pour les personnes qui restent en 420 mA, soit en version IO-Link avec même possibilité d'avoir des seuils sur ces capteurs.
Donc sur l'écran qu'on a présent ici, Julien va nous présenter finalement la gamme et nous expliquer les spécificités des capteurs IO-Link. Oui, tout à fait. Donc au niveau des capteurs, en fait, on a 3 grandes familles qu'on va pouvoir retrouver. La première famille, c'est ce qu'on appelle les Vega-Bar. Donc ce sont des transmetteurs de pression, les séries 20-30. Ensuite, il va y avoir la famille VegaPoint, série 10-20-30. Donc les VegaPoint, ce sont des détecteurs tout ou rien. C'est une sonde capacitive avancée qui va très bien fonctionner aussi bien sur les liquides que sur les solides. Et la troisième famille, c'est le VegaSwing 51, donc détecteur une nouvelle fois à lame vibrante. Alors ici, vous avez quelques modèles. On va retrouver par exemple le Vega-Bar série 30, donc avec affichage. On peut retrouver son homologue ici avec un boîtier tout inox Vega-Bar série 20. Donc dans ce cas de figure, pas d'affichage. Alors, une des spécificités, en fait, c'est la simplicité de configuration de ces appareils, que ce soit les transmetteurs de pression ou les VegaPoint, les détecteurs. Il est extrêmement simple de les mettre en service. On peut communiquer en Bluetooth avec ces appareils et en quelques étapes définir les seuils, définir la configuration. Si un appareil VegaPoint, par exemple, travaille est préconfiguré usine pour détecter un liquide, il y a juste possibilité sur site, s'il ne fonctionne pas, en 2 clics, de reconfigurer l'appareil pour qu'il détecte le liquide que vous avez, vous, au niveau de votre process. Autre point que l'on peut voir à ce niveau-là, qui est redondant finalement sur l'ensemble de ces 3 familles, c'est l'anneau lumineux. Alors cet anneau lumineux a l'avantage d'être très visuel, donc les opérateurs, quand ils sont sur site, qui font leur ronde, ils peuvent facilement voir quel est le statut du capteur. L'anneau lumineux est configurable à souhait, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir s'il clignote, donc en fonction de vos préférences. Mais en tout cas, les opérateurs vont très rapidement voir quand un capteur se met en défaut et s'ils doivent intervenir en comparaison d'un capteur qui fonctionne parfaitement bien. Autre spécificité sur les transmetteurs de pression, on peut les utiliser également en pressostat électronique, c'est-à-dire c'est le même capteur à l'origine, vous choisissez si vous l'utilisez finalement en transmetteur de pression classique ou si vous voulez le configurer en pressostat électronique. Vous pouvez définir 2 seuils de détection sur les appareils. Et je vais juste vous faire une petite simulation. Cet appareil a été justement configuré en pressostat électronique. Il a 2 seuils. Vous voyez, là je vais appuyer sur le piston pour faire monter la pression au niveau du capteur. Et vous allez voir que quand on va basculer au-dessus du seuil préconfiguré, l'anneau lumineux va changer de couleur. Donc là on vient de basculer, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça fait un petit peu loin. Et quand je vais relâcher la pression, on va rebasculer, on va revenir finalement à une mesure de la pression atmosphérique et l'anneau lumineux passe au vert. Alors, avoir des capteurs qui sont compatibles à IO-Link, c'est bien, mais derrière, il y a toute une architecture à mettre en place pour pouvoir utiliser l'IO-Link. Donc c'est ce qu'on voit sur la diapo, là, sur l'écran. En fait, les capteurs doivent être connectés à ce qu'on appelle un master IO-Link. Donc le master a l'avantage de pouvoir recevoir plusieurs capteurs qui communiquent en IO-Link. Et ce master va être, lui, connecté à un bus de terrain. Souvent, les clients utilisent l'Ethernet, en fait, le réseau Ethernet de l'entreprise pour récupérer les informations directement au niveau de l'automate. Alors, on va faire une dernière démonstration par rapport à cette architecture. Ici, vous voyez donc un VegaPoint, donc un détecteur tout ou rien, connecté à un master IFM. On a utilisé un master d'un de nos confrères. Et donc, comment ça se passe en réalité? Vous avez une installation neuve, vous recevez du matériel. Au moment de la mise en service, vous allez devoir configurer cet appareil pour qu'il puisse fonctionner selon vos attentes. Donc, par exemple, ce capteur, je l'ai configuré pour qu'il détecte du lait. On est une nouvelle fois dans le thème, donc je vais prendre mon verre de lait. Configuré de telle sorte à avoir un anneau vert lumineux quand je n'ai pas de produit, et quand je vais être en contact avec le produit, l'anneau va clignoter au rouge. Plus de produit, je reviens à un anneau lumineux vert. Alors le problème, c'est que ça peut arriver, mon capteur est défaillant. Et donc là, il y a une fonctionnalité au niveau de l'IO-Link qui est quand même super intéressante, c'est la restauration de la configuration.
Normalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai un capteur qui est défaillant, je vais aller chercher un capteur en stock, je vais devoir le remplacer, donc enlever le capteur défaillant, remplacer par un nouveau capteur et refaire la configuration qui m'intéresse. Sauf qu'avec la fonction de restauration, on va s'affranchir de reconfigurer l'appareil qu'on sort du stock pour pouvoir justement gagner du temps. Et c'est ce qu'on va faire, on va faire cette démonstration. Donc j'ai besoin d'une livraison express. Luc, si tu veux bien me ramener le capteur du stock. Merci. Alors, je sors mon capteur. Donc ce capteur, il est avec la configuration d'usine. Je l'ai reçu directement du site de production Vega. Alors juste pour vous montrer la différence avec le capteur précédent, je vais le brancher tel quel sur le master. Et vous voyez que par défaut, l'anneau lumineux est jaune. Et quand je vais détecter la présence produit, l'anneau lumineux va passer au vert. Plus de produit, je reviens au jaune. Donc ça, c'est la configuration d'usine. Alors, maintenant, je reviens sur mon capteur qui est défectueux. Je vais le débrancher. On va éviter de tout faire tomber. Je débranche donc mon capteur qui est défectueux. Je le mets de côté. Et je vais brancher mon capteur que je viens de sortir du stock. Et on voit que là, il a basculé tout de suite avec l'anneau lumineux vert. Et je vais juste faire le test. Et on voit qu'il se met à clignoter rouge en détection présence produit. Plus de produit, il revient au vert. Je n'ai rien fait de spécial finalement, j'ai juste branché mon capteur qui sortait du stock. Donc ça, c'est un réel gain pour les gens du terrain, parce que ce temps que vous passiez à refaire une configuration, vous n'aurez plus besoin de le faire grâce à cette fonction de restauration IO-Link. Donc pour ça, il suffit d'utiliser les logiciels qui sont fournis, d'activer la fonction restauration. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a 2-3 paramètres à modifier. Si vous avez des questions par rapport à cette fonction, n'hésitez pas à nous contacter et puis on ira un peu plus loin dans les explications. Merci, merci Julien pour ces explications. Normalement, on est au bout du webinaire. On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, mais on est limité en timing et on respecte le temps. Alors, moi, il me reste surtout à remercier monsieur Meudre. Donc, merci beaucoup pour votre participation et vos explications. J'espère que ça vous a plu. Tout à fait. Je suis convaincu de la qualité des produits Vega et c'est vraiment un plaisir de travailler avec des produits qui sont un petit peu tournés vers le futur comme les vôtres, c'est parfait. Ouais. Ok. Écoutez, alors je remercie aussi notre public, nos participants et je vous souhaite une bonne après-midi et puis c'est aussi de bonnes vacances pour ceux qui vont partir. Donc à bientôt. Merci à tous. Au revoir.